doutais que ce sera un pur bonheur. C'en est un, rien qu'à vous voir. Je ne saurais pas vous dire avec quel plaisir je vous accueille ici. D'ailleurs, je soupçonne les rituels d'être les témoins vivaces du plaisir, compris ceux qui les ont instaurés. En tout cas, je fais l'aveu public du plaisir particulier, de la gourmandise même que j'éprouve à vous accueillir ici ce soir pour cette cérémonie de présentation des vœux. Je veux donc vous saluer, vous remercier chaleureusement, sincèrement, chacun d'entre vous pour votre présence massive, je dois dire, vibrante aussi, je perçois. Et votre présence témoigne du fait que la justice, ça n'est pas seulement une valeur, ça n'est pas seulement une vertu, ce n'est pas seulement une institution essentielle à la démocratie, ce n'est pas seulement un service public particulier, ce n'est pas seulement, et pourtant ce n'est pas peu, une autorité constitutionnelle. La justice, c'est vous, des femmes, des hommes, qui avez choisi de mettre vos compétences, votre expérience, votre créativité, c'est-à-dire votre temps, votre énergie, votre force, au service de l'œuvre de justice. Parce qu'il n'y a pas de société où il n'y ait de litiges et de conflits à régler, où il n'y ait de délits ou de crimes à punir. Et le mode de résolution de ces litiges, de ces conflits, fournit à la société les conditions de sa sécurité. Parce que ce mode de résolution assure ou n'assure pas la paix sociale, la paix publique, donc les conditions de sécurité pour vivre ensemble. Et ce sont ces conditions de sécurité qui assurent l'exécution du pacte républicain et la réalisation du contrat social. Mais la justice ne se contente pas de punir, de sévir ou de régler des litiges. En sa qualité d'institution protectrice des droits et des libertés, en sa qualité de gardienne des lois, et parce qu'elle arbitre en fonction de l'intérêt général et des grands principes du droit, la justice protège. La justice redonne espoir. Et elle fait plus que ça. Elle renvoie la société à elle-même, à ses contradictions, à ses incohérences, à ses ambiguïtés, et elle contraint la société à se projeter, parce qu'elle lui met constamment sous les yeux l'évolution de ses règles, de ses lois, de ses règlements. Elle lui met constamment sous les yeux l'expérience accumulée dans l'application de ses lois et de ses règlements par sa jurisprudence. Elle lui met constamment sous les yeux la transformation qu'elle a introduite dans ses procédures. En clair, la justice contraint la société à se penser, à s'organiser, parce qu'elle lui impose de voir ses progrès et ses reculs. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites chaque jour. C'est ce que chacun d'entre vous, ici, fait. C'est ainsi que vous contribuez à l'œuvre commune, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Monsieur le premier président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le premier président de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Paris, Monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Paris, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique et social, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, Monsieur le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Mesdames et Messieurs les représentants des professions, présidents de conférences, de conseil supérieur, de conseil national, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, Monsieur le bâtonnier des avocats au Conseil, Mesdames et Messieurs les présidents de la Conférence nationale, des premiers présidents, procureurs généraux, présidents, procureurs, Madame la Présidente et Monsieur le procureur de la République de Paris, Mesdames et Messieurs les représentants religieux associatifs, Mesdames et Messieurs les représentants syndicaux, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets du Président de la République et du Premier ministre,
Mesdames et Messieurs les directeurs d'administration centrale, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les directrices, directeurs d'administration centrale, Monsieur l'inspecteur général des services judiciaires, Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles de greffe, de la pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, de la magistrature, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Mesdames et Messieurs les parlementaires, qui nous êtes si utiles en cette période difficile, une période difficile qui est marquée par la crise économique, qui est marquée par la désespérance des citoyens et qui est marquée par leur défiance vis-à-vis de l'institution judiciaire, comme il se défie de l'ensemble des institutions lorsque la période est difficile. Et le justiciable citoyen a cette attitude un peu paradoxale qui consiste en période difficile à la fois à se défier des institutions, de ceux qui les conduisent, de ceux qui les animent, et en même temps, pour l'institution judiciaire en particulier, à se rendre compte que les institutions sont leur bien le plus précieux. Et pour la justice, c'est vers la justice qu'en période difficile, le citoyen se tourne dès ses premiers désarrois, dès qu'il se sent vulnérable, que sa vulnérabilité soit structurelle, qu'elle soit conjoncturelle, causée par un accident de parcours, un accident de vie, c'est vers la justice qu'il se tourne. Et lorsque je parle de moments difficiles, de crise économique, je parle de chômage, je parle de licenciement, de fermeture d'entreprise, je parle aussi de toutes les difficultés de la vie quotidienne, des problèmes familiaux, du surendettement, des conflits de voisinage, des risques d'expulsion. C'est à cela que la justice répond au quotidien. Et c'est dans ces situations que le justiciable vient solliciter la justice. Et c'est cette œuvre magnifique, difficile, qui vous renvoie vous-même chaque jour. C'est à cette œuvre que vous vous consacrez. Ce gouvernement applique le programme sur lequel s'est engagé le président de la République. Mais ce programme n'est pas simplement une liste d'engagements. C'est d'abord une marque, c'est d'abord une éthique. Et la traduction première de cette éthique, c'est le respect. Le respect non pas comme une commande, comme une discipline, mais bien comme une conviction que c'est bien le respect qui doit dicter les relations. Comme un élan aussi, je dirais, parce que je sais d'expérience à quel point une relation marquée par le respect est féconde, comment il permet une relation vraie, comment il permet d'atteindre l'autre, comment il participe à l'échelle des individus à la paix sociale. C'est donc par le respect que nous œuvrons ici dans cette maison. Tout ce que nous faisons, la pensée que nous avons sur les actions de justice, l'exécution que nous avons de ces actions de justice, tout cela est marqué par le respect. Et le Premier ministre l'a rappelé il y a quelques jours seulement à la maison de l'UNESCO, à l'occasion de ce grand débat national sur la réforme judiciaire. Le Premier ministre a rappelé la considération du président de la République et du gouvernement tout entier à l'égard de tous les acteurs de l'institution judiciaire. Tous les acteurs, c'est-à-dire ceux qui œuvrent dans nos juridictions, nos partenaires et ceux qui sont dans l'administration centrale, souvent invisibles, mais qui au quotidien font en sorte que l'institution fonctionne. Le Premier ministre a rappelé que le choix de maintenir la justice comme priorité budgétaire est un choix qui marque le respect et la considération du président de la République. Et même si certains d'entre nous trouvent insuffisant cette préservation du budget du ministère de la Justice, au regard du sort qui est réservé à d'autres ministères, dont l'utilité n'est pas contestable non plus, nous devons reconnaître l'effort du gouvernement. Pour ce budget qui a augmenté de 4,2% l'année dernière, de 1,5% cette année, qui atteint 7,82 milliards, ce budget sur lequel nous subissons, comme les autres ministères, du gel et du surgel, mais pour lequel nous parvenons à obtenir du dégel. Et c'est l'Amazonie qui vous parle. Et nous avons dû mener une bataille rude avec les parlementaires, mais les parlementaires sont souvent à nos côtés.
Et cette bataille nous a permis d'obtenir des gels conséquents, puisque nous avons pu dégeler 209 millions d'euros en fin d'année, dont 74 millions d'euros pour les frais de justice et les frais de fonctionnement. Nous avons obtenu une petite victoire aussi en fin d'année, c'est la possibilité en tout début d'année de procéder à un apport budgétaire qui a permis d'assurer les chefs de cour qui pourraient effectuer un certain nombre de travaux immobiliers urgents dans leur juridiction. Ça permet également le recrutement d'assistants de justice, une centaine, ce qui fera du bien à la fois aux magistrats et aux greffiers. Et cela permet aussi un renouvellement très conséquent du parc informatique. Je rappelle qu'avec ce budget, nous avons la possibilité de créer des emplois. Nous en créons 500 par an, 500 l'année dernière, 590 cette année qui vient. Il y a donc incontestablement un effort à une période contrainte où d'autres ministères sont obligés d'affronter des baisses de budget et des suppressions de personnel. Et si je rappelle ces éléments, c'est juste pour dire que l'institution judiciaire a besoin pour fonctionner d'hommes et de femmes. Elle en est pourvue, des femmes et des hommes de grande qualité, mais qui sont souvent surchargés de travail. Il faut donc un apport d'effectifs pour leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Que l'institution judiciaire est traitée correctement par le gouvernement et que tout ce qui peut être fait pour assurer des moyens de travail dans de meilleures conditions est fait par ce gouvernement, mais par ceux qui œuvrent au quotidien. Et si je le rappelle, c'est pour dire que il est extrêmement important de disposer d'effectifs et de moyens, l'essentiel va bien au-delà des effectifs et des moyens. Lorsque je parle de la notion de respect, respect dans la méthode, respect dans l'action, respect dans la méthode, ce grand débat national que nous avons tenu à la Maison de l'UNESCO et qui se poursuivra par une concertation et une consultation qui nous permettront d'écrire le plus précisément possible cette indispensable réforme judiciaire, ce grand débat national, nous l'avons tenu au terme de 10 mois de travail. 10 mois de travail par l'Institut des hautes études de la justice, qui a remis son rapport au bout de 4 mois, pour tout dire, et 10 mois de travail pour les autres groupes, le groupe présidé par M. Marchal et celui qui était présidé par M. Delmas-Goyon, M. Marchal étant premier président à la Cour d'appel de Montpellier, M. Delmas-Goyon étant avocat général, étant conseiller, il m'en voudra, il n'est pas là, oui il est là, étant conseiller à la Cour de cassation, ainsi que bien entendu le rapport remis par la commission présidée par le procureur général honoraire Jean-Louis Nadal. 10 mois de travail de personnalités exerçant des métiers différents, ayant accepté de mieux se connaître, de s'écouter, de s'entendre, d'enrichir leurs propres réflexions et de produire un travail commun. Et ce travail de très grande qualité qui est contenu dans ces 4 rapports, c'est ce travail qui nous a permis de tenir ce débat national, qui a été incontestablement un succès. Un succès évidemment pour toutes celles, tous ceux qui l'ont préparé, mais un succès surtout pour l'institution judiciaire, qui s'est rassemblée pendant 2 jours, qui s'est regardée, qui s'est parlé, qui s'est dit quelques vérités, quelques inquiétudes, quelques angoisses, mais aussi qui a partagé sa conviction profonde que l'œuvre de justice se fait au quotidien et par l'implication de chacun. Et cette institution judiciaire qui s'est rassemblée, qui s'est écoutée, qui s'est parlée, elle s'est regardée, et je le dis, elle s'est éblouie elle-même, parce qu'elle a vu combien elle était belle. Moi, je lui dis depuis 20 mois qu'elle est belle. Je lui dis depuis 20 mois que la matière première de cette institution, c'est la ressource humaine. Ce sont les personnes, les uns et les autres, que j'ai rencontrées en me déplaçant dans les juridictions, mais en me déplaçant aussi dans les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, en me déplaçant dans les établissements pénitentiaires, en rencontrant les responsables d'associations. Cette institution judiciaire, sa force, sa puissance, tient dans cette matière première qu'est la ressource humaine. Les gens, les femmes, les hommes,
les personnes qui les font vivre au quotidien. Et ce sont ces personnes qui se sont retrouvées à l'UNESCO, qui se sont regardées, écoutées et qui se sont éblouies pour la raison simple qu'elles sont éblouissantes. Et c'est pour ça que nous avons tous compris que cette réforme judiciaire sera belle, parce qu'elle sera écrite ensemble. Et c'est le choix du respect dans la méthode. Faire ensemble. Arriver ici, constater qu'il y a besoin de réformes, qu'il y a urgence de certaines réformes, mais que ces réformes, aussi intelligentes soient-elles, si elles sont conçues à l'écart, par les esprits les plus brillants qui soient, n'arriveront nulle part si celles et ceux qui doivent la mettre en œuvre ne s'en emparent pas. Et il n'y a aucune raison qu'ils s'emparent de choses produites en dehors d'eux, comme si on doutait d'eux, comme si on doutait de leur capacité à faire. Alors évidemment, ça demande plus de temps, ça demande plus de patience, une qualité dont je ne dispose pas et que je ne travaille pas à acquérir, pour tout dire. Mais finalement, cette patience forcée a été récompensée. Mais si je dis qu'il est important de réformer en faisant attention à chacun, cela veut dire qu'au quotidien, dans mon action, je dois faire attention à chacun. Si je dis que la justice du XXIe siècle doit être au service des citoyens, des justiciables, je dois veiller moi-même à ce que celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour cette justice travaillent dans des conditions correctes, aient le sentiment d'être respectés, parce que ce respect est une réalité. Et c'est pour ça que, pour le fonctionnement de nos juridictions, mais également pour le fonctionnement de notre administration consacrée à la protection judiciaire de la jeunesse, pour celle des établissements pénitentiaires, nous avons pris un certain nombre de dispositions. D'abord sur le dialogue social. Réorganiser le dialogue social, l'harmoniser et le revitaliser. Et le rapport Lacambre nous propose un certain nombre de dispositions que nous allons mettre en œuvre, sur lesquelles nous travaillons déjà depuis plusieurs mois. La souffrance au travail est une réalité à laquelle je suis extrêmement attentive. Et j'ai donc accéléré les travaux du groupe sur la souffrance au travail. Les conclusions ont été remises, elles ont été adoptées à l'unanimité par les organisations syndicales. Il y a 29 préconisations, j'ai donné 2 ans, au plus tard, pour qu'elles soient appliquées. Certaines sont simples à mettre en œuvre, d'autres plus difficiles. Il y avait des choses, des situations installées qu'on ne bougeait pas et qui méritaient de l'être. L'expression syndicale des magistrats, par exemple. J'ai donc demandé à la direction des services judiciaires de préparer un projet de décret de façon à asseoir sur un décret et non plus sur une circulaire l'exercice des droits syndicaux par les magistrats et nous améliorons bien entendu l'exercice de ces droits syndicaux. Nous avons pris un certain nombre d'autres mesures pour améliorer les conditions de travail, évidemment par une politique de recrutement très active, très volontariste, qui a commencé à donner des fruits dans les domaines les plus difficiles, c'est-à-dire les recrutements de magistrats. Merci au directeur de l'école et aux autres. Nous avons des écoles, puisque nous avons fait la même chose pour les greffiers, des écoles, puisque pour les personnels pénitentiaires, nous avons fortement mobilisé les NAP, et nous avons pris quelques mesures pour reconnaître le travail fourni. Alors nous aimerions rattraper tous ces retards en matière statutaire et indemnitaire. Nous ne sommes pas en situation générale de le faire rapidement, mais nous avons accompli quelques gestes qui signalent que le gouvernement reconnaît les efforts des uns et des autres. Nous avons pu le faire pour les catégories C qui étaient très fortement maltraitées depuis plusieurs années, avec une prime exceptionnelle l'année dernière, modeste incontestablement, mais le geste comptait, avec une revalorisation indiciaire cette année et un rehaussement de l'indice général, le travail que nous faisons avec la fonction publique. Pour les personnels pénitentiaires, nous avons pu signer un protocole qui revalorise de façon substantielle les métiers d'encadrement. Nous avons adopté un plan exceptionnel de sécurisation de 33 millions d'euros. Cela contribue à l'amélioration des conditions de travail.
Et nous avons donc pris toute une série de dispositions pour les différentes catégories de personnel, parce qu'il y a 1000 métiers dans la justice. Il y a 1000 métiers dans la justice. Et pour les juridictions, en plus de cette politique de recrutement et de l'arrivée à la fois de magistrats et de greffiers dans les tout prochains mois, en plus de cette politique de recrutement, nous avons mis en place à la direction des services judiciaires 2 cellules, une qui partage l'innovation, parce que vous êtes très inventifs, très créatifs dans nos juridictions, et puis une autre qui est un contact direct pour vos problèmes matériels, parce qu'il y a de petits problèmes matériels, pas toujours compliqués à régler, mais difficiles à régler dans la juridiction, mais que la direction des services judiciaires peut aider à régler rapidement. Nous avons donc mis en place cette cellule pour faciliter votre travail. Mais nous travaillons bien entendu par respect pour les personnels, mais par respect pour les justiciables, parce que cette justice du XXIe siècle, nous la voulons pour les citoyens et pour les justiciables. Et pour les citoyens et les justiciables, nous avons déjà accompli un certain nombre de choses. Alors évidemment, il serait tentant de vous lister les choses, puisque vous êtes captifs ce soir, et que je pourrais vous garder longuement. En plus, je connais votre savoir-vivre, votre élégance. Vous n'oserez pas partir. Mais je ne vous infligerai pas cet exercice fastidieux. Je vais essayer simplement d'indiquer le sens des initiatives que nous avons prises. Pour les justiciables, nous avons quelques textes de loi qui disent notre préoccupation des justiciables. Le texte de loi sur la géolocalisation, qui a été adopté à l'unanimité au Sénat il y a quelques jours, 3 jours à peine, je crois. Ce texte de loi est important pour les justiciables, parce qu'il crée ce cadre juridique qui manquait et qui peut sécuriser, qui va sécuriser les enquêtes. Il est essentiel que les officiers de police judiciaire qui effectuent leurs enquêtes sous la direction des procureurs de la République, il est essentiel qu'ils disposent des moyens et des outils pour que le travail méticuleux qu'ils font dans les enquêtes soit un travail solide, qui ne soit pas fragilisé par des procédures ou des actes de procédure qui peuvent être contestés. Suite donc à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et plus récemment à 2 arrêts de la Cour de cassation, nous avons finalisé un travail que nous avions déjà entrepris, sinon nous n'aurions pas été prêts en si peu de temps. Nous avons finalisé ce travail de façon à présenter au Parlement un projet de loi sur la géolocalisation et le cadre juridique commence à être posé. Il est en procédure accélérée, il est passé au Sénat, adopté à l'unanimité. Il arrivera très vite à l'Assemblée nationale et il sera donc applicable sous peu. Nous venons de présenter, en tout cas je viens de présenter au Conseil des ministres la transposition d'une directive européenne sur les droits des personnes suspectées ou des personnes poursuivies à tous les stades de l'enquête pénale. Nous avons introduit dans le projet de loi de simplification et de modernisation du droit et des procédures qui m'a valu une bataille relativement rude hier au Sénat. Le sourire du rapporteur rappelle que tout cela se passe sans rancune, mais la bataille fut rude et dans ce projet de loi, nous avons introduit des dispositions de simplification pour les personnels, notamment les personnels des juridictions. Je pense à la communication électronique, mais je pense aussi aux mesures de tutelle. Je pense à toute une série de dispositions qui vont faciliter le travail dans nos juridictions et nous avons introduit des mesures favorables aussi aux citoyens. En supprimant le timbre de 35 €, nous supprimons l'entrave d'accès aux juges. C'est aussi un travail, une mesure de justice sociale, une initiative prise en faveur des justiciables. Nous facilitons l'accès à l'information par le développement des maisons de justice et du droit, nouvelle génération, par les points d'accès au droit et les points d'accès au droit pour la jeunesse. Nous faisons en sorte que les justiciables, les citoyens aient l'information en temps utile et à proximité. Nous avons pris toute une série de mesures également. Nous travaillons sur les mineurs, puisque la protection judiciaire de la jeunesse travaille au quotidien pour les mineurs. Dès cette année 2013, nous avons recruté des éducateurs, près de 200, dont 26 pour la santé mentale, spécialisés en santé mentale. Nous avons diversifié, continué à diversifier les offres d'hébergement à la disposition des juges des enfants et des tribunaux pour enfants. Donc nous avons ouvert des CEF, mais nous avons recruté plus
de familles d'accueil, nous avons consolidé des foyers. En fait, nous travaillons sur le parcours de ces mineurs en considérant que dans un parcours judiciaire, on peut avoir besoin à des moments différents de réponses d'hébergement différentes. Et puis, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour les victimes. Rapidement, améliorer le budget d'aide aux victimes, ouvert une centaine de bureaux d'aide aux victimes dans nos tribunaux de grande instance, demander très vite à l'inspection générale des services judiciaires que je surcharge de travail d'effectuer un audit de l'installation de ces bureaux d'aide aux victimes, parce qu'installer en une année 100 bureaux d'aide aux victimes supposait que je m'assure que nous faisions du bon travail et pas de la précipitation, ni du bricolage. Nous avons fait ce travail pour les victimes et nous avons beaucoup d'audace pour les victimes, puisque nous allons nous permettre d'expérimenter, avant même sa transposition, une circulaire européenne qui reconnaît de nouveaux droits aux victimes. Et par ailleurs, nous facilitons les procédures d'indemnisation et nous élargissons les cas de réparation intégrale. Nous avons pris un certain nombre de dispositions aussi pour les détenus, parce que nous savons que le maintien des liens familiaux est extrêmement important pour lutter contre la récidive. Donc nous allons multiplier par 6 le nombre de parloirs familiaux et d'unités de vie familiale. Cela aussi contribue aux conditions d'apaisement à l'intérieur de nos établissements pénitentiaires, donc aux conditions dans lesquelles nos personnels pénitentiaires peuvent effectuer leurs tâches extrêmement difficiles au quotidien, de façon à faire en sorte que dans ces lieux clos, la vie ne disparaisse pas complètement, je parle de la vie sociale, et que ceux qui sortiront de nos établissements ne constituent pas un danger pour la société. C'est dans cet esprit que nous avons pensé le projet de loi de lutte de prévention de la récidive, où nous reconnaissons aux magistrats la capacité à juger en droit, en conscience et en opportunité. C'est-à-dire que nous leur restituons la totalité de leur liberté d'appréciation. Et nous décidons de lutter contre les sorties sèches, qui représentent 80% aujourd'hui des sorties de nos établissements, et qui sont des facteurs d'aggravation de la récidive. Donc ce projet de loi viendra en discussion dans quelques mois. Nous avons pris des dispositions aussi pour les étrangers. Nous avons facilité, nous avons permis que l'aide juridictionnelle facilite l'accès à la CNDA ainsi que dans les situations de vérification de leur droit au séjour et de leur droit de circulation. Si je parle de ces deux catégories, c'est parce que je sais qu'il est toujours très prudent de parler de ces deux catégories, mais pas une assistance comme vous. Pas des personnes comme vous pétries d'un humanisme qui justifie votre présence dans l'institution de la justice. Votre capacité à savoir qu'une personne jugée doit exécuter sa peine, mais que dans une société civilisée, la peine doit avoir un sens. Elle doit avoir un sens pour la victime, elle doit avoir un sens pour l'auteur de l'acte, elle doit avoir un sens pour la société, et elle doit avoir un sens à nouveau pour l'auteur de l'acte, qui redevient un citoyen socialisé une fois qu'il a exécuté sa peine. Des personnes comme vous savent que nous pouvons parler de ceux qui, à un moment ou à un autre, sont en situation de vulnérabilité, de difficulté, de culpabilité, et que la justice doit apporter la réponse qui convient à la vulnérabilité en protégeant avec efficacité et diligence. À la culpabilité en sanctionnant, mais en faisant en sorte que cette sanction ne soit pas simplement la répétition de la loi du talion, de la loi de la vengeance, de la loi du vis-à-vis et du face-à-face, mais de la loi d'une institution judiciaire investie de la légitimité d'État, avec ses magistrats, hautes personnalités, dépositaires de la confiance de la société tout entière, pour juger au nom du peuple français. À vous, je peux dire qu'il est simple de fustiger les coupables, de les punir, et même peut-être de les punir à vie, mais que même à la victime, ça n'apporte aucune satisfaction. Que les préjudices subis par les victimes, et notamment les préjudices les plus graves, sont très rarement réparables. Très rarement réparables. Et ce n'est pas la sanction qui répare. Ce qui peut aider la victime à réparer, c'est déjà ses propres ressources, et les victimes en ont.
pour rencontrer aussi fréquemment les associations de victimes et les associations d'aide aux victimes, je sais à quel point ces personnes portent en elles une générosité, une force personnelle qui les conduisent à s'arracher à leur état de victime. Et la puissance publique n'a pas le droit d'essentialiser la situation de victime et de contraindre les victimes à s'enliser dans leur état de victime. Elle a le droit de les respecter suffisamment pour observer leur capacité à s'arracher à cet état, leur volonté de le faire, leur détermination et leur générosité telle qu'elles s'engagent elles-mêmes dans des actions collectives, telles qu'elles aident les autres, telles que certaines d'entre elles s'aventurent même jusqu'à la justice restauratrice. La puissance publique a le devoir de voir ça avec humilité, de le regarder et de l'accompagner avec la rigueur nécessaire, mais de l'accompagner et en respect. Mesdames et messieurs, je vais bientôt vous libérer. Je vais même vous libérer tout de suite. Je vous remercie de votre attention. Je veux vous dire que nous avons œuvré cette année, nous avons œuvré depuis 20 mois, pour renforcer l'état de droit. Nous avons renforcé l'état de droit avec des textes de loi, mais nous l'avons renforcé aussi par des actions au quotidien. Nous renforçons l'état de droit en renforçant les institutions. Nous voulons que sous ce quinquennat, toutes les institutions se soient renforcées, parce qu'elles demeurent le bien le plus précieux des citoyens les plus vulnérables. Et lorsque je dis les citoyens les plus vulnérables, le fort, le puissant peut être à un moment donné de sa vie vulnérable. Et lui aussi, il a besoin d'institutions fortes. La force de la démocratie, c'est justement ces institutions justes, équitables, décentes, qui soient attentives à chaque citoyen. Nous avons renforcé l'état de droit par quelques textes de loi, dont un des plus emblématiques est la loi adoptée contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, avec toute une série de dispositions, des sanctions fortement aggravées, des mesures étendues, notamment la possibilité de confiscation de l'entier patrimoine, l'aménagement de la preuve. Nous avons renforcé la possibilité pour les associations qui luttent contre la corruption d'agir au nom de la société civile. Nous avons mieux armé les policiers et les gendarmes. Nous les avons mieux armés par un certain nombre de dispositions dans ce texte de loi, mais aussi en aboutissant au bout de 10 ans, pas nous, au bout de 10 ans, continuité de l'État, parce que nous avons réussi enfin, le ministre de l'Intérieur et moi, alors que jusqu'à maintenant, le tandem justice-intérieur ne parvenait pas à s'entendre sur l'application de la loi du 9 mars 2004 sur le statut de ce que l'on appelle pudiquement les collaborateurs de justice, et qui sont ces personnes qui ont participé à des actions criminelles, délictueuses, mais qui à un moment décident d'en sortir et choisissent d'éclairer la justice sur les méthodes, sur les procédés, sur les systèmes souvent extrêmement ingénieux et complexes qui demanderaient du temps pour les démanteler et que l'on arrive à démanteler parce que la justice, par l'intermédiaire évidemment des officiers de police judiciaire, qu'ils soient policiers, gendarmes ou douaniers, la justice dispose de quelques éléments qui lui permettent de démanteler ces réseaux qui sont une véritable insulte à la démocratie et à la justice elle-même. Nous avons donc réussi à rédiger ensemble ce décret, en tout cas à nous entendre sur les dispositions, et le décret a été rédigé par la chancellerie, soumis au Conseil d'État, qui nous a fait observer qu'il nous fallait une base légale pour l'implication de l'agence de saisie des avoirs criminels. Et le Sénat a accepté un amendement que je lui ai présenté il y a 3 jours, a accepté de voter cet amendement qui fournit cette base légale à l'agence de saisie des avoirs criminels. Je dois d'ailleurs saluer l'agence de saisie des avoirs criminels qui a fait un travail considérable. Nous l'avons conforté dans son action et nous avons eu de beaux résultats, par exemple dans les Bouches-du-Rhône. La saisie des avoirs criminels était de 1 million d'euros en 2011. En 2012, nous étions montés à 13,5 millions d'euros de saisie. Et nous avons pu saisir des véhicules, des immeubles, des bateaux,
Voilà, donc nous saisissons les avoirs criminels. Et l'avantage supplémentaire, c'est que, en général, ces saisies mettent en lumière un certain nombre d'éléments qui permettent de déclencher des enquêtes et donc nous permettent de lancer des procédures, permettent à la justice de lancer des procédures et donc de mener une lutte efficace contre la criminalité organisée, contre la délinquance organisée. Voilà, nous avons renforcé l'état de droit par ces mesures, par d'autres aussi. Par exemple, par la loi du 25 juillet 2013, qui réorganise les attributions du garde des Sceaux, ainsi que les relations entre la chancellerie et les parquets généraux. Et puis, bien entendu, il y a une réforme qui reviendra devant les chambres du Parlement. C'est la volonté du président de la République. C'est une nécessité. C'est le projet de réforme constitutionnelle qui doit renforcer l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, lui reconnaître un certain nombre de prérogatives qui ne sont pas encore reconnues, notamment la capacité d'autosaisine. J'espère que les parlementaires consentiront à accorder au Conseil supérieur de la magistrature cette capacité d'autosaisine. Voilà, j'en ai vraiment terminé cette fois pour vous remercier à nouveau, pour vous dire qu'il restera encore des bruits de fond, forcément, quoi que nous fassions, même si nous continuons à créer 500 emplois par an, ce que nous faisons, 590 cette année, il y aura des revendications d'effectifs, même si nous continuons à faire des efforts sur les moyens, comme nous avons fait toute l'année dernière et encore en ce début d'année, il y aura des revendications de moyens, il y a des discours très courts, il y a des bruits de fond, et puis il y a une pensée de fond, il y a une action de fond. Ce qu'il restera, c'est cette pensée de fond, c'est cette action de fond. Le bruit de fond ne fait que nous accompagner. Il ne nous dérange pas outre mesure. Nous y consentons. C'est une conséquence de la démocratie. Et la démocratie nous est trop précieuse pour ne pas accepter certains inconvénients et certains désagréments. Cette démocratie, elle vit aussi grâce à des partenaires particuliers. C'est la presse que je veux saluer. En lui disant que moi, je vais beaucoup d'ardeur pour ce projet de loi de protection des sources des journalistes, que nous y arriverons. Même si ce texte, pour raison d'encombrement de l'agenda parlementaire, a dû être différé, mais il contient des dispositions que la presse connaît et qui constituent un véritable progrès pour la démocratie. Il arrive que la presse nous agace, en tout cas je le dis, il arrive qu'elle m'agace. Mais il y a très longtemps que je suis persuadée qu'il vaut mieux, alors la formule c'est il vaut mieux une mauvaise presse que pas de presse du tout. Moi, la mienne, c'est il vaut mieux une presse agaçante qu'une presse amorphe, donc qu'elle continue à nous agacer. J'en termine vraiment pour vous dire que grâce à vous, nous allons écrire cette belle réforme judiciaire pour le bien des citoyens. Et que tant pis si certains ne voient pas ce qui est en train de se faire. Stefan Zweig disait que c'est une loi inéluctable de l'histoire. Les difficultés pour les contemporains à reconnaître dès les premiers commencements les grands mouvements de l'époque qu'ils vivent. Donc c'est une loi inéluctable de l'histoire, nous allons nous y soumettre, ça ne nous empêchera pas d'écrire une très belle réforme judiciaire. Je vous souhaite à chacune, à chacun, mais vraiment individuellement, une année 2014 douce et belle. Je vous invite à faire provision de bonheur personnel et je souhaite qu'elle vous apporte de multiples satisfactions professionnelles. Merci.